Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Romain Colonne est notre invité cette semaine, bonjour. Bonjour. Conseiller territorial, président de la Commission des compétences législatives et réglementaires. Vous avez remis il y a quelques jours de cela un rapport au président de l'exécutif et à la présidente de l'Assemblée de Corse, rapport de cette commission. Alors tout d'abord, cette commission, quel est son rôle, quel a été son but à sa création ? Cette commission elle a un double rôle. Tout d'abord, de manière relativement classique, instruire les dossiers dont elle est compétente pour l'instruction, qui sont relatifs à l'évolution institutionnelle, législative, réglementaire et qui concernent les affaires de la Corse, ça de manière courante. Et puis ensuite, un second rôle, davantage, on va dire, politique qu'institutionnel. À travers ce second rôle, nous avons voulu investiguer, comprendre, mieux définir la notion d'autonomie. C'était suite notamment à une commande, entre guillemets, de la conférence des présidents. Alors, la conférence des présidents de l'Assemblée, conférence de coordination, réunit l'ensemble des présidents de commission et sous la coprésidence de la présidente de l'Assemblée de Corse et du président de l'exécutif. Nous étions fin janvier, 27 janvier 2023, et il a été demandé à la commission de mener un travail d'investigation autour de la notion d'autonomie pour éclairer les élus et le gouvernement sur cette notion d'autonomie. Donc partant de là, moi j'avais déjà en ma qualité de président de la commission commencé un petit peu un travail de prospective, mais je l'ai très largement orienté, intensifié et accéléré depuis la fin janvier. Donc ça a été environ 3 mois d'audition soutenue et une rédaction ensuite finale pour la remise d'un rapport, donc fin mai, début juin, à la présidente de l'Assemblée de Corse et au président de l'exécutif pour répondre à cette commande finalement d'éclairage relatif à la notion d'autonomie. Il y avait eu avant cela le fameux rapport de Vanda Mastor qui était beaucoup plus sur un aspect juridique, celui-là, Vanda Mastor qui avait défini ce rapport comme une boîte à outils pour un statut d'économie. C'est quelque chose qui vient compléter. Tout à fait. Je crois qu'en matière de toute façon institutionnelle et politique, il faut toujours continuer à travailler. Le rapport de Vanda Mastor s'articulait également sur une analyse des institutions de la collectivité de Corse, comment elles pouvaient être préparées, renforcées, quel était l'état de ces institutions par rapport à l'accueil, un futur accueil d'un statut d'autonomie, si je puis dire, avec un certain nombre de recommandations et de pistes d'action. Moi, le rapport, j'ai voulu vraiment me concentrer sur 3 gros blocs. Une définition précise de l'autonomie et surtout une étude de ce qui se faisait ou ce qu'il était possible de faire, ce qui se faisait, ce qu'il était possible de faire dans le cadre constitutionnel français. Parce que jusqu'à présent, on a trop tendance à croire, ou ce qui nous a été dit, en tout cas jusqu'à présent, que l'autonomie n'était pas possible dans le cadre français. Or, toute l'originalité, si je puis dire, ou la force du rapport est de démontrer justement que dans le cadre français, l'autonomie existe déjà pour d'autres territoires, mais que l'autonomie aussi est une notion plurivoque qui recouvre tout un certain nombre de réalités qu'il y a, j'ai presque envie de dire, autant d'autonomie d'une certaine manière que de gens qui parlent d'autonomie. Et donc il a fallu absolument cerner tout cela, définir les invariants de ce qu'on a appelé les invariants de l'autonomie, voir ce qu'il était possible de faire, analyser aussi tous les documents qui nous étaient présentés à Beauvau au cours de nos déplacements en délégation à Beauvau sur l'autonomie, voir un petit peu les angles morts, les failles, les perspectives, inscrire ça aussi dans une perspective européenne et méditerranéenne. Donc il a fallu faire ce qu'on appelle du parangonnage, de la comparaison avec d'autres statuts. Nous avons aussi voulu, dans le cadre de ce rapport de la commission, étudier les fameuses lignes rouges et voir qu'au final, elles étaient un peu moins rouges que présentées par le gouvernement, qu'il y avait de larges possibilités de les dépasser, que ce n'était pas un mur infranchissable. Et enfin, nous nous sommes attelés à comprendre la notion de transfert de compétences pour dépasser le simple fait de dire un transfert de compétences, c'est vous n'aviez pas la compétence hier, aujourd'hui vous l'avez. C'est un peu plus complexe que ça. Il y a différentes compétences de différentes natures, différents transferts, différentes possibilités, difficultés, réalisations. Et donc c'est sur ces 3 blocs-là, donc définition de l'autonomie, ligne rouge, citoyenneté, indivisibilité et transfert de compétences que nous avons voulu travailler.
Merci beaucoup Romain Colonne. On va se retrouver dès demain pour parler justement de ce rapport. À demain. Merci, à demain. Succeda Viva, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranchi. Bonjour et bienvenue, c'est Romain Colonne, notre invité. Bonjour. Bonjour. Président de la Commission des compétences législatives et réglementaires, on parle de ce fameux rapport que vous avez remis à la fin mai à Gilles Siméon et Marie-Antoinette Maupertuis. Ce rapport qui porte sur l'autonomie. Tout ce travail, vous avez dit hier finalement... il est possible d'arriver à une autonomie dans le cadre français. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'aller modifier la Constitution. Ça veut dire quoi exactement? Ah si, il faudrait dans le cadre corse qu'il y ait une révision de la Constitution, mais... C'est pas à droit constant. Ah non, ça existe, mais pas à droit constant. Ça existe pour d'autres territoires, notamment là, à minima, parce on s'est aperçu aussi, même si on le savait, mais là, on l'a objectivé, on l'a mis noir sur blanc dans le rapport, que l'autonomie, finalement, c'était une notion un petit peu arc-en-ciel, voire une notion fourre-tout, je me permets de le dire, et qu'il fallait vraiment fixer les contours de l'autonomie à minima et à maxima d'une part, et permettre, à partir notamment de ce travail, mais pas que, aux autres élus de pouvoir se positionner par rapport à cette notion d'autonomie, un petit peu de savoir où chacun mettait le curseur. Nous disons simplement dans le cadre français que jusqu'à présent, on avait l'impression que nous avions, ou on nous laissait l'impression que nous avions une constitution française qui était un bloc monolithique, homogène. Or, on s'aperçoit que la constitution française évolue très régulièrement, d'une part, et que d'autre part, elle n'est pas du tout frappée d'homogénéité, mais bien au contraire d'hétérogénéité. C'est-à-dire qu'il y a différents articles dans la Constitution qui concernent la décentralisation, l'autonomie à minima ou l'autonomie à maxima, je vais le dire comme ça, qu'au sein même de chaque article, 73, 74, notamment, il y a différentes collectivités à différents statuts qui sont concernés par ces articles-là. Donc, c'est pas dans un article, vous n'avez pas toutes les mêmes collectivités, et que, bien sûr, en intégrant une future modification constitutionnelle, la notion d'autonomie existait dans la Constitution française, et qu'elle agissait notamment pour la Polynésie française depuis déjà plusieurs années, et de même que pour la Nouvelle-Calédonie, où vous avez, alors, avec toutes les différences qui doivent caractériser la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, en gros, la Polynésie française, une autonomie à minima, la Nouvelle-Calédonie, une autonomie à maxima. Mais on voit que ça marche bien, voire plutôt très bien dans les deux cas, et que demain, nonobstant une modification constitutionnelle, il est tout à fait possible d'avoir ce type d'autonomie pour la Corse, ou en tout cas, sans calquer le modèle tel quel, d'avoir une autonomie sui generis, on va dire pour la Corse, mais qui peut se faire en s'inspirant, tels des laboratoires relatifs à l'autonomie, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. À la lecture justement des différents entretiens que vous avez menés, une autonomie à la calédonienne pour la Corse, ça pourrait convenir ? Alors, étant donné les besoins ici. Nous, voilà, là je reprends ma casquette de conseiller territorial élu en fonction d'un programme. Nous avons toujours dit que nous voulions une autonomie de plein droit et de plein exercice. Les constitutionnalistes interrogés nous disent que en droit français, une autonomie de plein droit et de plein exercice correspond, grosso modo, à ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire avec un transfert de pouvoir législatif hors domaine régalien. Nous l'avons souvent dit dans différents médias maintenant depuis quelques mois, donc c'est-à-dire pouvoir faire des lois de Corse, des équivalents de lois de pays, avec un contrôle du Conseil constitutionnel, puisque l'un des enseignements majeurs de l'ensemble des auditions, que ce soit au niveau méditerranéen, européen, ou que ce soit au niveau français, c'est que l'autonomie, ce n'est pas faire ce que l'on veut, quand on veut, avec n'importe quel sujet. L'autonomie est toujours encadrée puisqu'elle se fait dans un cadre normatif supérieur qui est notamment dans le cadre du pays dans lequel s'inscrit cette autonomie, le cadre constitutionnel à maxima, et notamment puisque nous nous inscrivons dans le droit communautaire européen, et je vais même plus loin, le droit international à travers tous les traités internationaux qui ont été ratifiés par le pays dans lequel s'inscrit cette autonomie, en l'occurrence la France. Donc vous voyez que demain, l'autonomie de la Corse, même à maxima, je prends, qui serait l'équivalent de la Nouvelle-Calédonie, ou qui serait l'équivalent de ce qui se fait dans toutes les îles méditerranéennes, à part la Crète.
C'est-à-dire un pouvoir législatif, la possibilité de légiférer, de faire des lois, de prendre des décisions avec un contrôle du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que ces lois-là devraient être en conformité, compatibilité avec l'ordre constitutionnel français, avec l'ordre communautaire et avec les traités internationaux ratifiés par la France. Donc l'autonomie, c'est quelque chose de parfaitement encadré, de parfaitement contrôlé. Pour répondre plus directement à votre question, il est certain que l'autonomie de plein droit et de plein exercice, aujourd'hui en France, c'est à peu près ce qui correspond au statut de la Nouvelle-Calédonie, bien qu'il devions apporter un certain nombre de nuances, puisque ce statut a été aussi élaboré dans le cadre d'un processus de référendum d'autodétermination pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Mais sans rentrer dans ces considérations-là, l'autonomie à travers la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui existe dans le droit constitutionnel français, dans le droit positif. Donc nous, ce que nous disons, en prenant toutes les considérations en compte, c'est que ce qu'il existe ou ce qu'il est possible de faire pour la Nouvelle-Calédonie ou à minima pour la Polynésie française, on ne voit pas pourquoi on nous l'opposerait en Corse en nous disant ben non, c'est pas possible en Corse, sous quel prétexte, d'une part, et d'autre part, je vous renvoie aux déclarations d'Emmanuel Macron, notamment lorsqu'il s'était déplacé à Beauvau au mois de février, lorsqu'il avait dit qu'il faut réinscrire la Corse dans son destin méditerranéen et voir ce qui se fait ailleurs en Méditerranée. Or, ailleurs en Méditerranée, nous avons eu le bonheur d'interroger des présidents et des hauts fonctionnaires qui éprouvent quotidiennement les statuts d'autonomie en Europe, à part la Crète en Méditerranée et même au-delà, côté Atlantique, au Portugal avec la Madère ou les Açores, vous avez un pouvoir législatif qui est conféré aux régions sous contrôle constitutionnel des pays Portugal, Espagne, Italie. Donc voilà, nous, on est assez tranquille. En fait, nous disons simplement que demain, la Corse, il faut la mettre en conformité avec ce qui se fait ailleurs au niveau européen, au niveau italien, espagnol et portugais notamment. Merci beaucoup, Romain Colonna. À demain. À demain. Bonjour, bienvenue. Nous accueillons Romain Colonna. Bonjour. Salut. Président de la Commission des compétences législatives et réglementaires, ce fameux rapport qui a été remis au président de l'exécutif et à la présidente de l'Assemblée de Corse. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que la majorité territoriale ne sait pas ce qu'elle veut mettre dans l'autonomie. Moi, personnellement, et d'autres, nous ne l'avons jamais dit. En plus, nous avons travaillé, que ce soit du côté de l'exécutif ou de l'Assemblée, nous continuons à le faire. Ce rapport n'est qu'une étape dans un long processus. Nous n'avons pas toujours travaillé à grand renfort de médias. Ça a été le cas pour ce rapport, même si nous informions régulièrement la presse des auditions. Mais il est certain que ce rapport marque, même si ce n'est pas forcément à moi de le dire, mais je reprends différentes déclarations qui ont été faites relatives à ce rapport, un point d'étape important, puisqu'il permet à l'ensemble des élus de la classe politique, mais bien au-delà, puisqu'il ne s'adresse pas qu'à la classe politique, il s'adresse aux citoyens corses, à tout le monde, de vraiment prendre l'exacte mesure de ce qu'est l'autonomie, du curseur où l'on peut placer, où chacun peut placer sa volonté d'autonomie. Donc c'est un rapport qui manifestement, à ce niveau-là en tout cas, marque un point d'étape. Il remet en cause aussi de manière tout à fait posée un certain nombre de lignes rouges qui avaient été formulées par le président de la République française Emmanuel Macron et par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, notamment de ne pas que la Corse reste dans le giron de la République française. Nous avons dit qu'une autonomie de facto, ce n'est pas l'indépendance, et que ça soit dans le cadre de ce rapport, dans ce que proposera l'exécutif ou dans le cadre plus général du processus, il ne s'agissait pas de discuter d'indépendance. Donc cette première ligne rouge, je la mets de côté, mais l'intérêt du rapport a été de montrer que la seconde ligne rouge, notamment la non-création d'une citoyenneté, donc ne pas créer deux citoyens en France, avait été très largement débattu au sein de la commission et au sein du rapport, et nous montrions dans le rapport toutes les limites de ce type de phrase, puisque d'ores et déjà, il existe trois citoyennetés en France, la citoyenneté française, la citoyenneté européenne, et dans le cadre de la Nouvelle-Calédonie, la citoyenneté calédonienne. Donc il y a déjà trois citoyennetés. Mais la citoyenneté calédonienne, avec tout un certain nombre de droits, malgré un statut d'autonomie extrêmement fort, ne se réfère qu'au droit de vote dans le cadre notamment du corps électoral et qui avaient le droit ou pas de voter au processus, au référendum d'autodétermination.
Elle ne concerne pas la résidence, elle ne concerne pas l'accès à l'emploi, elle ne concerne pas la transmission du patrimoine, etc. etc. Donc nous disons qu'il y a, dans le cadre français actuellement, des mesures d'ordre législatif qui privilégient l'accès à l'emploi, la transmission du patrimoine, la fiscalité, la langue. Des mesures, c'est plus difficile pour la langue. C'est plus difficile, voilà. Parce que cette ligne rouge-là, elle est... Mais la ligne rouge qui a été posée, elle est relative à la citoyenneté de manière générale. Donc nous disons que dans le droit positif français, il y a tout un certain nombre de mesures qui concernent nos revendications qui sont déjà appliquées sur d'autres territoires et qui n'ont pas de fait entraîné la création d'une autre citoyenneté parallèle. Donc, puisque la citoyenneté calédonienne, c'était juste pour le droit de vote dans le cadre des référendums. Donc nous disons encore une fois, vous voyez bien que nos revendications ailleurs n'ont pas entraîné la création d'une autre citoyenneté. Elles entraînent par contre une modification de la Constitution. Mais ça, nous le disons depuis des années qu'à droit constant, là, nous arrivons au bout d'un processus et qu'il faut modifier la Constitution. Alors justement, la langue, forcément, c'était une ligne rouge qui avait été évoquée, fortement évoquée. Alors oui et non, parce que j'insiste un petit peu, la seconde ligne rouge ne concernait pas ou ne concerne pas la langue à proprement dite, concerne la citoyenneté. Nous avons dit dans l'agenda des réunions de Beauvau que nous voulions traiter de la langue comme une thématique spécifique, ce qui a été acté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et donc au cours d'une prochaine réunion, nous devrions avoir un moment consacré à langue, identité, voir ce que l'on peut faire, les bilans que nous pouvons établir et les perspectives que nous pouvons donner. Nous prenons un statut de droit pour la langue et pour le citoyen corse, que nous appelons de nos voeux et que nous qualifions à travers une mesure de co-officialité. Je vous renvoie notamment à une délibération de l'Assemblée de Corse de 2013, donc sous une mandature qui n'était pas nationaliste à ce propos. Aucune voix contre à l'époque en 2013, pas une voix contre de l'Assemblée, il faut le souligner. Nous monterons à Paris, si je puis dire, nous irons à Paris, place Beauvau, fort de cette revendication-là, fort de la démonstration que nous comptons faire sur le besoin d'évoluer et de protéger le citoyen corse, le locuteur et le futur locuteur dans ses droits et de faire de la langue un droit du citoyen. Nous ferons cette démonstration-là. Paris ne s'est pas dit... Alors, a priori, Paris est opposé à une mesure de co-officialité, ça on le sait, mais nous y sommes favorables, nous discuterons projet contre projet, voir ensemble de quelle manière nous pouvons avancer sur cette question-là. Merci beaucoup Romain Colonne, à demain. Bonjour et bienvenue, bonjour Romain Colonne. Bonjour. On parle cette semaine de ce rapport que vous avez remis donc à la présidence de l'exécutif et de l'Assemblée de Corse, rapport produit par la commission des compétences législatives et réglementaires que vous présidez. Vous vous êtes rendu compte au fur et à mesure des différentes auditions qu'il y avait finalement une sorte de droit constitutionnel qu'il était possible de modifier, sur lequel il était possible de travailler dans le cadre des revendications, notamment de la majorité territoriale, et puis une sorte de droit politique. Il a été beaucoup plus verrouillé. Oui, je crois que vous avez raison de le souligner, mais ça, je pense qu'en tout point du globe et à toute époque, c'est toujours la même chose. Il y a ce que le droit dit et ce qu'il est possible de faire, et il y a les interprétations politiques, et parfois les deux ne convergent pas au même moment, bien que le droit soit une production politique. Il n'y a pas le droit d'un côté, la politique de l'autre. Mais aujourd'hui, voilà, nous, ce que nous disons, c'est que dans le cadre constitutionnel français, qui plus est au niveau européen où c'est la règle, mais dans le droit français, il est possible d'aller vers des statuts d'autonomie, et c'est déjà, notamment pour la Polynésie avec une autonomie de type matériel, avec davantage de contrôle, ou pour la Nouvelle-Calédonie une autonomie de type organique, avec uniquement le contrôle du Conseil constitutionnel. Il est possible de faire évoluer la Constitution française pour demain conférer un statut d'autonomie à la Corse. Ça serait aussi se mettre en conformité, alors la Corse au niveau méditerranéen et la France au niveau européen, avec ses voisins, ce qui se fait en Méditerranée, puisque l'autonomie est à peu près la règle partout. Là, nous parlons de territoire insulaire, puisqu'à part les Crêtes, je l'ai déjà dit les jours précédents, toutes les îles de Méditerranée sont dotées de statut d'autonomie, certaines depuis plus de 70 ans. Mais il y a aussi des territoires continentaux. En Espagne, il y a plusieurs communautés autonomes, on pense à la Catalogne, au Pays Basque notamment, mais pas que. En Italie, il y a plusieurs territoires continentaux, on pense au Val d'Aoste par exemple, au Sud-Tyrol.
avec des autonomies. Donc là, on n'est même plus dans un cadre insulaire. Je n'ai pas l'impression que le Val d'Aoste remette en question l'unité de l'Italie. Au contraire, ces unités-là se réalisent à travers la reconnaissance constitutionnelle des différentes autonomies. Mais donc c'est un cadre intéressant. Au Portugal, l'autonomie est reconnue exclusivement à des archipels, les Açores et Madère. Donc on voit que c'est à peu près la règle partout. On ne voit pas aujourd'hui pourquoi en France ça ne serait pas possible, notamment dans le cadre corse, où, faut-il le rappeler, il y a quand même une vieille revendication depuis maintenant à peu près un demi-siècle, 50 ans, où la société corse, en partie en tout cas, où une partie de la société corse revendique cela, et récemment, depuis maintenant une décennie, ça s'est traduit par un vote démocratique répété à travers les urnes pour mettre des responsables politiques en responsabilité, justement, revendiquant l'autonomie, que ce soit au niveau des députés, au niveau des sénateurs, au niveau de maires et au niveau, bien évidemment, de la collectivité de Corse. Donc là, tout converge et concorde pour dire que nous devons aller vers une modification de la Constitution pour doter la Corse d'un statut d'autonomie. Ça pourrait aller vite. Ben, écoutez, le président Emmanuel Macron a évoqué une modification constitutionnelle à l'échelle française dans laquelle il voulait inscrire la Corse avant les JO de Paris de 2024. Donc on peut situer à peu près une fenêtre sur le premier semestre de 2024. Donc à l'échelle politique, c'est relativement proche de nous. C'est pour ça que, notamment, fin juin, le président de l'exécutif a annoncé une délibération de l'Assemblée, proposer une délibération de l'Assemblée de Corse pour que l'Assemblée de Corse puisse statuer sur le cadre général de l'autonomie. Donc il y a eu le rapport que j'ai eu l'honneur de remettre et de présenter, de constituer à travers les travaux de la commission, qui est un rapport d'information. Suite à ça, l'Assemblée de Corse prendra une délibération pour se situer politiquement. Ensuite, il y aura cette négociation avec Paris qui continuera à travers la délégation qui englobe la collectivité de Corse, bien sûr, mais au-delà, parlementaires, maires notamment. Et ensuite, il y aura une négociation avec Paris pour savoir où on peut mettre le curseur et le niveau de satisfaction de part et d'autre. Et ensuite, si nous y arrivons, modification constitutionnelle qui est définie le cadre général de l'autonomie. Et une fois obtenue la modification, là je vous définis le cadre sans embûche, une fois obtenue la modification constitutionnelle, intervient la loi organique qui vient spécifier, donner tout le contenu à la modification constitutionnelle et à l'autonomie de la Corse. Alors bien sûr les choses se superposent et peuvent se faire de manière concomitante, mais en gros, l'ordre général, c'est la négociation avec la collectivité de Corse et la délégation de Corse, la délibération, la modification constitutionnelle qui s'ensuit dans 2024 et la loi organique ensuite. Merci beaucoup Romain Colonne, on se retrouve demain. Bonjour et bienvenue Romain Colonne. Bonjour. Bonjour. Notre invité cette semaine, on termine cette semaine. Vous avez dit, à minima, ce statut d'autonomie, il faudrait qu'il ressemble à la Polynésie française, à ce qui se passe en Polynésie française et au mieux à ce qui se passe en Calédonie, peut-être en Sardaigne, pour que les auditeurs comprennent bien quels sont les droits et les devoirs dans un cas comme dans l'autre. Je n'ai pas exactement dit il faudrait qu'à minima, ça soit la Polynésie. Je dis que dans le cadre français, l'autonomie à minima se fait en Polynésie. Nous, politiquement, nous demandons un transfert de compétences législatives sur la plupart des domaines hors régalien, en sachant, permettez-moi d'ajouter qu'un bloc de compétences, ça aussi c'était un des enseignements des nombreuses auditions que nous avons menées, un bloc de compétences n'est jamais transféré dans son intégralité d'un coup. Voire même au final, c'est-à-dire qu'un bloc de compétences comporte un certain nombre de compétences. Vous pouvez avoir certaines compétences, d'où aussi la complexité parfois des transferts, certaines compétences et pas d'autres, mais au sein d'un même bloc. Donc là, maintenant, tout le travail va consister aussi à identifier les compétences que l'on veut exercer, selon quel calendrier, avec quel transfert humain,
aussi et quel transfert de fiscalité. Parce qu'une compétence, pour qu'elle puisse s'exercer, quelle que soit la compétence, vous avez besoin d'hommes et de femmes et vous avez besoin de ressources financières pour alimenter l'exercice de votre politique publique. J'attire aussi votre attention sur un fait qui est ressorti très clairement, notamment dans le cadre des auditions concernant la Nouvelle-Calédonie, où nous avons eu le bonheur d'échanger avec des hauts fonctionnaires du Congrès de Nouvelle-Calédonie, qui nous ont expliqué qu'après l'accord de Nouméa, ils se sont retrouvés, presque envie de dire du jour au lendemain, à devoir faire la loi, et des lois à valeur constitutionnelle, hein, donc des lois importantes. Il y a eu en 25 ans 259 lois de pays de Nouvelle-Calédonie. Seules 5 ont été invalidées par le juge constitutionnel. C'est vous dire la qualité de production. Ils nous ont dit au départ, on ne savait pas faire. Lorsqu'on s'est retrouvé presque autonome du jour au lendemain, et ils nous ont expliqué à quel point ils s'étaient formés, notamment en collaboration avec le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, où par exemple, la Nouvelle-Calédonie, les instances politiques envoient leurs fonctionnaires dans une collaboration qui se passe bien avec le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel pendant plusieurs mois. Et ces fonctionnaires-là reviennent en Nouvelle-Calédonie tout à fait formés et aptes à accompagner la décision politique et à faire la loi. Donc, une compétence, lorsqu'elle est transférée aussi avec un apport humain. Et s'il y a un défaut de compétence d'un point de vue humain, il y a aussi ce qu'on appelle la formation, ce que je viens de vous dire, et qui est importante pour une collectivité, d'une part. D'autre part, il y a aussi l'aspect financier. Nous, vous savez qu'on revendique une autonomie fiscale et un statut fiscal pour la Corse, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir bénéficier d'un certain nombre de retombées des impôts, notamment des impôts qu'on paye, parce qu'on l'oublie trop souvent, mais les Corses sont soumis à l'impôt sur le revenu, la TVA. Nous payons énormément d'impôts. Et donc, lorsque l'on dit, et c'était un des premiers enseignements de la première rencontre à Beauvau, ou de la bouche même du ministre de l'Intérieur, de dire, mais finalement, la Corse, on a objectivé un certain nombre de données, ne coûte pas cher, ça c'est les mots du ministre. Donc, nous disons aussi que le transfert de compétences doit s'accompagner d'un transfert de fiscalité pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Et nous disons, alors non pas à minima ou à maxima, nous disons que sur un certain nombre de compétences, on ne dit pas tout de suite, hein, le calendrier il peut s'échelonner, mais nous voulons exercer des compétences de nature législative, faire la loi pour la Corse et prendre des décisions avec la légitimité conférée par le suffrage universel, prendre des décisions dans tout un certain nombre de domaines qui intéressent à double titre les Corses et le peuple corse, à la fois des domaines qui relèvent, j'ai envie de dire, de la vie quotidienne des Corses, qui sont à la fois relatifs au pouvoir d'achat, à la fiscalité, à la transmission de biens patrimoniaux, à la gestion environnementale, donc on pourrait tous les énumérer, et à la fois, un second domaine, c'est la production finalement d'identités collectives qui permettent au peuple corse de se projeter comme peuple pour les décennies à venir. Et ça, c'est le rapport à la terre, c'est le rapport à la langue. Et ça, c'est important pour nous. Et aussi, il faut qu'il y ait un transfert d'un certain nombre de compétences pour qu'on puisse se projeter comme peuple dans les décennies à venir. Donc, c'est les marchons sur nos deux jambes. Et c'est ces deux jambes-là que l'on veut faire, que l'on veut activer à travers le processus d'autonomie et l'obtention d'un pouvoir législatif pour la Corse. Pour conclure, pour revenir sur ce problème de la formation, on va se faire un peu l'avocat du diable de ceux qui sont contre cette autonomie. On a vu la fusion des deux départements, ça a été un véritable cafouillage au début. Est-ce qu'aujourd'hui la Corse est prête à assumer ses compétences ? Moi, je ne suis pas trop d'accord avec vous pour dire que ça a été un cafouillage, dans la mesure où on n'a pas bien mesuré la difficulté. C'est ce qu'on dit, y compris des agents des trois collectivités. Oui, y compris... mais ça a été trois collectivités qui ont fusionné. Je vous rappelle qu'il y a une des trois collectivités à l'époque, notamment le Conseil général de Corse du Sud, qui n'avait pas du tout participé à aucune des réunions préparatoires. Donc on s'est retrouvé au 1er janvier à découvrir une institution. Et tous les rapports les plus officiels nous disent que d'autres collectivités de même strate ont mis des années pour fusionner et que là, le travail, finalement, a été fait plutôt rapidement. Et aujourd'hui, à peine 5 ans après, on ne parle plus trop de cafouillage, c'est déjà derrière nous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des choses à améliorer, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis que globalement, on peut dire qu'il y a eu une harmonisation qui a été plutôt bénéfique. Il y a des choses à améliorer encore une fois, mais je ne suis pas trop d'accord sur le... Alors, bien sûr qu'il y a eu
des choses qui n'ont pas fonctionné comme on aurait voulu. Mais en termes de formation, dans le cadre d'un statut d'autonomie, il faut vraiment penser l'autonomie aussi. Il y a le déblocage constitutionnel, mais après l'autonomie, ça a été un des enseignements de nos auditions, c'est un combat permanent. Et ce combat permanent, il commence à partir du moment où vous avez le statut d'autonomie pour l'améliorer, pour le faire fructifier, pour former les hommes et les femmes de ce pays qui vont faire la loi et améliorer le quotidien des Corses. Donc finalement, c'est un état d'esprit permanent qui commence à partir pour nous, du combat politique là pour obtenir un statut d'autonomie, mais dans le cadre vraiment du droit, à partir de la modification constitutionnelle, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la Corse, mais de manière permanente finalement. Merci beaucoup Romain Colonne. Merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Vous retrouverez cette émission en podcast audio et vidéo. À très bientôt. Allez.